Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le Premier ministre Moustapha Madbouli participe à l'ouverture de la 6e édition de la conférence des Égyptiens résidant à l'étranger. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, des camions d'aide quittent l'Égypte à destination de Gaza. La Chine et la Russie commencent des exercices navals conjoints en mer du Japon. À l'une des actualités, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'Égypte et sa direction politique accordent une priorité maximum aux affaires des Égyptiens résidant à l'étranger. M. Madbouli a ajouté que le président el-Sisi prêtait une attention très particulière à tous les Égyptiens à l'extérieur comme à l'intérieur. Intervenant à l'ouverture de la 6e édition de la conférence des Égyptiens résidant à l'étranger, tenue sous le thème de Partout l'Égypte comme destination, le Premier ministre a exprimé sa grande appréciation pour les contributions efficaces des millions d'Égyptiens à l'étranger dans les sociétés où ils résident, donnant un exemple honorable de la civilisation égyptienne à l'étranger. Le chef du gouvernement s'est félicité de sa participation à cette plateforme importante pour informer les Égyptiens de l'étranger des efforts considérables déployés par l'Égypte sous la direction sage du président Sisi pour réaliser les aspirations du peuple égyptien quant à un avenir meilleur et pour soutenir tous les Égyptiens expatriés à travers le monde. Le Premier ministre a réitéré que le chef de l'État enjoint de n'épargner aucun effort pour défendre la dignité et les droits des Égyptiens résidant à l'étranger en maintenant le contact notamment avec les fils de la 2e et la 3e génération. Intervenant à l'ouverture de la 6e édition de la conférence des Égyptiens résidant à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des Égyptiens résidant à l'étranger, Badra Abdelghati, a souligné l'importance d'unifier les efforts de communautés égyptiennes à travers le monde sous l'ombrelle d'une seule entité à même d'exprimer les aspirations des Égyptiens résidant à l'étranger d'une manière coordonnée et holistique. Au début de son allocution, le chef de la diplomatie a exprimé sa grande appréciation et sa fierté pour son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi pour le parrainage de cette plateforme importante et ses efforts inlassables pour soutenir et protéger les Égyptiens résidant à l'étranger en tant que première ligne de défense des intérêts nationaux de l'Égypte. Sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, 2 camions d'aide ont commencé ce matin à quitter l'Égypte à destination de Gaza. La télévision d'État a fait cette annonce, ajoutant qu'environ 320 camions d'aide ont commencé à entrer dans l'enclave palestinienne à travers le terminal terrestre de Rafah. Plus tôt, l'armée de l'air égyptienne a largué des tonnes d'aide humanitaire au-dessus de Gaza. 4 avions militaires égyptiennes ont décollé avec des tonnes de denrées alimentaires, du matériel de secours et des médicaments pour les larguer sur des endroits inaccessibles par voie terrestre dans la bande de Gaza. Le chef d'état-major de l'armée d'occupation israélienne, Eyal Zamir, a averti que la guerre dans la bande de Gaza ne serait pas terminée sans la libération des otages dans la bande de Gaza. Zamir a déclaré que la situation serait réglée dans les prochains jours d'une manière qui serve les intérêts d'Israël. Dans la bande de Gaza, des sources médicales ont affirmé que 22 Palestiniens ont été tués dans des bombardements de l'armée israélienne, dont 16 attendaient l'aide humanitaire. L'agence de presse palestinienne a pour sa part affirmé que 9 Palestiniens ont été tués au nord de Rafah et 2 autres au bombardement qui a visé une école qui abrite les déplacés dans le quartier El Amal
à l'ouest de Khan Younis. Dans le même contexte, un employé du Croissant Rouge palestinien a été tué et 3 autres blessés dans une frappe israélienne ayant visé le siège de l'organisation à Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé l'organisation. La frappe a provoqué l'incendie du premier étage du bâtiment, a ajouté le Croissant Rouge palestinien dans un communiqué. Hier, 32 Palestiniens ont été tués par de nouveaux tirs et bombardements israéliens, dont 14 qui attendaient de l'aide, selon la défense civile à Gaza. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a mis en garde contre le danger d'une invasion de la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, par l'occupation et l'utilisation de tirs réels par les colons extrémistes lors de leurs attaques contre les citoyens palestiniens sous la protection et la supervision de l'armée de l'occupation. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a également mis en garde contre le danger des manifestations provocatrices dans la vieille ville de Jérusalem occupée, menées par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a participé aux pénétrations contre la mosquée d'Al-Aqsa. Le ministre palestinien a souligné que le gouvernement d'occupation se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer le consensus international sur la nécessité de mettre en œuvre la solution à 2 États. Le ministère a également appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer leurs responsabilités juridiques et morales, à mettre fin à l'isolement du peuple palestinien par l'occupation israélienne et de prendre des mesures et des sanctions nécessaires pour les protéger. L'Ukraine a affirmé avoir frappé dans la nuit de vendredi à samedi des cibles militaires et un gazoduc en Russie, des autorités locales de ce pays, faisant-elles état de 3 morts à cause d'attaques ukrainiennes. Les services de sécurité ukrainiens ont affirmé avoir visé à l'aide de drones longue portée l'aérodrome militaire de Primorsk à Tarsk dans la région de Krasnodar. Un commentaire. Les services de sécurité ukrainiens ont assuré avoir provoqué un incendie sur l'aérodrome militaire de Primorsko à Tarsk dans la région de Krasnodar, où sont stockés des drones Shahed de fabrication iranienne utilisés par la Russie pour attaquer le territoire ukrainien. Le SBU a également dit avoir touché l'entreprise et les troupes Peribor dans la région de Penza qui travaillent pour le complexe militaro-industriel russe. L'Ukraine mène régulièrement ce type d'attaque en Russie pour répondre à la guerre de février 2022 et aux frappes aériennes quasi quotidiennes contre ces villes. Les autorités locales russes ont fait état de 3 morts lors de frappes de drones ukrainiennes nocturnes. Dans la région de Rostov, frontalière de l'Ukraine, l'armée a repoussé une attaque massive dans la nuit, détruisant des drones au-dessus de plusieurs villes, a affirmé le gouverneur sur Telegram. L'armée russe a affirmé de son côté avoir intercepté au total 112 drones tirés par l'Ukraine pendant la nuit. De leur côté, les forces armées russes n'ont jamais lancé autant de drones contre l'Ukraine qu'en juillet 6297. Cela comprend une importante part de drones leur destinés à saturer les systèmes de défense antiaérienne ukrainiens. Une source au sein du renseignement militaire ukrainien a indiqué qu'une attaque ukrainienne avait endommagé le gazoduc Asie-Central Centre dans la région russe de Volgograd. Cette infrastructure opérée par le géant russe Gazprom transporte du gaz naturel depuis le Turkménistan, une ex-république soviétique de l'Asie centrale. La Chine et la Russie ont commencé aujourd'hui des exercices navals conjoints en mer du Japon, les 2 puissances cherchant à approfondir leur partenariat face à ce qu'elles considèrent comme une domination des États-Unis. Le ministère chinois de la Défense a déclaré aujourd'hui dans un communiqué que le coup d'envoi des exercices appelés Joint Sea 2025 a été donné dans les eaux proches du port russe de Vladivostok. Les 2 armées se livreront à des opérations de sauvetage sous-marin de lutte conjointe contre des sous-marins de défense aérienne et antimissiles ainsi qu'à des combats maritimes. 4 navires chinois, dont les destroyers lance-missiles Chaosking et Orwiki, participent à ces exercices aux côtés de navires russes, a précisé le ministère.
Après ces exercices qui doivent durer 3 jours, les deux pays effectueront des patrouilles navales dans des eaux du Pacifique. Le volcan Krashiminka, situé sur la péninsule russe de Kamtchatka, est entré en éruption pour la première fois depuis plus de 450 ans, quelques jours après le puissant séisme qui a frappé cette région de l'extrême-orient russe, ont indiqué les autorités russes. Le volcan, d'une hauteur de plus de 1800 mètres, dégage une colonne de cendres atteignant 6000 mètres, a indiqué sur Telegram l'antenne du ministère russe des situations d'urgence. La péninsule du Kamtchatka, qui compte une trentaine de volcans actifs, est l'une des zones sismiques les plus actives de la planète, au point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américain. Ce territoire pratiquement inhabité accueille cependant des touristes venant explorer ces paysages montagneux spectaculaires et ces places naturelles regorgeant d'ours et saumons. C'est devenu un rendez-vous mensuel en pleine reconquête de parts de marché. Riyad, Moscou et 6 autres producteurs de pétrole de l'OPEP se réunissent aujourd'hui pour augmenter une nouvelle fois leur quota. Les pays de l'OPEP doivent se réunir aujourd'hui pour, selon toute attente, augmenter une nouvelle fois leur quota. L'Arabie saoudite, son membre le plus influent, compte particulièrement sur la rente pétrolière pour financer ses projets d'investissement et de modernisation du pays. Pour l'instant, le retour des autres coupes de production, environ 3,7 millions de barils par jour, doit être discuté lors de la prochaine réunion ministérielle de l'OPEP fin novembre, avec cette fois l'ensemble des 22 membres. En effet, la rencontre des 8 ministres de l'énergie prévue en ligne doit fixer l'objectif pour septembre et parachever une série de hausses entamées en avril. Début juillet, ils avaient déjoué les pronostics en accélérant le rythme à 548 000 barils par jour contre 411 000 les mois précédents. Ils devraient poursuivre sur cette cadence. Le cours du Brent, référence mondiale, évolue actuellement autour de $70. On est loin des sommets à $120 atteints au printemps 2022 à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, mais l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés l'OPEP+, préfèrent désormais se concentrer sur la reconquête du terrain. Ils ont opéré ce tournant ces derniers mois après avoir longtemps lutté contre l'érosion des prix en organisant une raréfaction de l'offre via plusieurs coupes de production. C'est l'une d'elles de 2,2 millions de barils par jour consentis par l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman, qui est actuellement réintroduite sur le marché. Une hausse de 548 000 barils par jour signerait le retour complet de cette tranche avant des horizons plus incertains. Passons au sport où une démonstration et une belle option sur la victoire finale. Pauline Ferrand-Prévot a assommé le Tour de France en s'imposant samedi au sommet du col de la Madeleine, laissant ses concurrentes impuissantes. Voilà, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.